Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui j'ai une invitée spéciale puisque je reçois Florence Gillet. Bonjour Florence. Bonjour Juliette. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Et oui, déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis grande fan du podcast. Alors, mon nom, c'est Florence Gillet et je suis coach certifiée en psychologie alimentaire. C'est autant, je vais dire, la partie vraiment émotionnelle de la guérison qui m'occupe, ainsi que la partie de l'image corporelle. C'est une reconversion pour moi que j'ai faite il y a 5 ans. J'ai décidé de me former en tant que coach parce que moi-même, j'avais souffert d'une alimentation troublée. J'ai jamais eu de diagnostic de TCA clinique, mais une alimentation troublée, beaucoup de soucis autour de justement mes émotions, la valeur que je me donnais, l'image corporelle. Et donc, quelque part, je suis devenue la personne dont j'avais besoin moi-même. Et donc ça, c'est une reconversion que j'ai faite en 2018 après avoir passé 15 ans dans la com. Donc je pense qu'on a des parcours peut-être un peu similaires. Et donc aujourd'hui, des communicantes. Exact. Donc aujourd'hui, j'interagis surtout via la plateforme Instagram Je n'ai plus mes règles, qui est dédiée donc à l'aménorrhée hypothalamique et qui est une plateforme que j'anime avec ma partenaire, Dr Nicola Sykes, qui elle est aux États-Unis et qui a donc fait plein de recherches scientifiques sur l'aménorrhée hypothalamique et que j'ai décidé en fait de traduire en français. Donc voilà. Ouais, parce que en français, il n'y a pas beaucoup de contenu sur ça, il me semble. Ben, écoute, moi, quand j'ai commencé le compte Instagram en pleine pandémie en 2020, je pense qu'il n'existait quasiment rien. Il y avait un peu d'informations médicales qui n'étaient pas erronées, hein, mais il n'y avait pas grand-chose. Et ce dont je me suis surtout rendu compte en montant ce compte Instagram, qui à l'époque s'appelait Aménorrhée FR, parce que le livre n'existait pas, c'est que beaucoup de femmes étaient laissées dans une errance médicale autour de leur aménorrhée, en fait. Et ça, c'était quelque chose avec les connaissances que moi, j'avais accumulées en anglais, puisque moi, je vis en tant qu'expat depuis de longues années. Donc, quand moi, j'ai eu mon diagnostic d'aménorrhée hypothalamique, j'ai eu la chance de pouvoir chercher des références en anglais. Et donc, après toutes ces années à avoir une alimentation troublée, me guérir, thérapie, me former au coaching, je coach vraiment de manière inclusive. Donc, j'applique la méthode qu'on appelle en anglais santé à toute taille, qui est très proche d'ailleurs du mouvement de l'alimentation intuitive aussi. Health at every size. Ouais. Exactement. Donc, je m'étais formée à cette méthode-là plus particulièrement parce que je trouvais que ça n'existait pas, en fait, dans le monde francophone, pas du tout, peu dans le monde anglophone. Enfin, c'était définitivement pas le mouvement le plus important. Et donc, j'ai commencé en anglais, vraiment, le coaching. Et puis après, je me suis rendu compte, mais en fait, je voudrais bien que les femmes francophones puissent aussi avoir accès à cette information. Et peut-être, ça peut être moi qui fais le lien. C'est ça que j'ai commencé et que je me suis dit, je vais juste poster des infos sur l'aménorrhée hypothalamique sur Instagram. Et puis, c'est comme ça que tout a commencé. Et qu'aujourd'hui, on a un livre de référence sur l'aménorrhée hypothalamique qui existe en français et plein d'autres ressources qui permettent aux femmes de s'y retrouver un peu si elles n'ont pas un diagnostic clair aussi. Ouais, parce que c'est vrai que je pense que le monde anglophone, des fois, a de l'avance aussi sur pas mal de sujets, et notamment, c'est vrai, l'alimentation intuitive. Moi-même, je me suis faite certifier par les fondatrices de l'approche, donc les diététiciennes américaines Evelyn Tribble et Elise Reich, aussi pour ça. Enfin, il y a ce côté que en France, voilà, des fois, il y a des milieux comme ça, notamment liés à tout ce qui est la santé, mais d'une vision moins centrée sur le poids, etc. Comme on le voit avec Health at Every Size, ça tarde en fait à venir en France, et du coup, c'est vrai que au moins le monde anglophone, on va dire, est assez riche par rapport à ces contenus-là. C'est une chance, en fait, qu'on soit bilingue, quelque part. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un peu ça. Je me suis dit, je pense que en pleine pandémie, en plus, je savais l'effet de la pandémie sur les troubles du comportement alimentaire.
Donc vraiment le fait qu'il y avait vraiment une recrudescence des difficultés alimentaires chez la plupart des gens qui au départ avaient déjà peut-être pas une alimentation très saine. Je parle par rapport à leurs sentiments aussi autour de l'alimentation. Et ça, je l'ai su parce que je suis bénévole pour une ONG ici. Et donc, on a commencé à recevoir des tonnes de demandes de gens qui souffraient. Et c'est en étant vraiment au milieu de cette pandémie, en se rendant compte à quel point c'était compliqué à gérer, même pour quelqu'un comme moi qui avait déjà fait un travail de guérison, que je me suis dit, en fait, pourquoi pas mettre des références en ligne. Et donc, avec l'accord de Nicolas Sykes, je lui ai dit, je veux créer un compte en français et traduire ton information le plus possible, la rendre disponible, répondre aux questions, offrir du coaching, évidemment. Et elle a accepté. Et donc, on était déjà partenaires depuis 2 ans à l'époque. OK. Est-ce que tu l'as rencontré via, justement tous les contenus que tu as consommés sur l'aménorrhée hypothalamique ou Non, comment je ça l'ai s'est fait, en fait? rencontré quand moi j'étais malade. Ah d'accord. Donc ça a été, vraiment rencontrer Nicolas Sykes pour moi, ça a changé ma vie, quoi. Ouais. Et c'est pour ça, je lui dois énormément. Et cette femme, elle a une place dans mon cœur, dans ma vie, qui est hyper importante, malgré que je l'ai vue en vrai que quelques jours dans ma vie. Donc moi, en 2009, je suis diagnostiquée, justement, on me donne le diagnostic d'une aménorrhée hypothalamique, ce qui est une chance déjà à l'époque. Ouais. Mais on me dit, bon, en fait, comme vous n'êtes pas, entre guillemets, en sous-poids, on comprend pas trop ce qui vous arrive, donc vous avez 2 possibilités. Vous ne souhaitez pas d'enfant, on vous donne la pilule pour avoir des règles. Ouais. Alors aujourd'hui, j'utilise les guillemets parce que avoir des règles sous pilule, ce ne sont pas des vraies règles, mais on peut en reparler après. Ou vous souhaitez un enfant et c'est PMA, en fait, fécondation in vitro, stimulation hormonale, etc. Et la difficulté, c'est que la PMA, à l'époque, j'étais déjà à Dubaï, la PMA n'existait pas à Dubaï en 2009. Ah oui. Elle était interdite. Bon, on est dans un pays musulman aussi, donc Ah oui, il y a c'est vrai. des croyances éthiques et religieuses qui sont différentes de l'Europe. Et donc, j'ai pas accès à la PMA et je ne comprends pas comment, à 28 piges, je suis devenue stérile, en fait. Oui, c'est vrai. Et donc, je commence à chercher vraiment sur Google le terme en anglais d'aménorrhée hypothalamique. Et là, vraiment un coup de peau, je suis tombée sur le blog de Nicolas Sykes. Elle avait un petit blog à l'époque parce qu'elle avait parlé de ce sujet-là. Elle, il faut savoir qu'elle a donc un doctorat en biologie et informatique ensemble. Donc, elle a vraiment je vais dire, un passé scientifique, de déconstruction, de compréhension des choses. Quand l'aménorrhée hypothalamique lui arrive, elle commence déjà à se poser des questions. Mais pourquoi? Mais comment? Et à l'époque, elle se lance dans une PMA, sans trop savoir, mais entre 2 cycles de fertilité, elle tombe enceinte naturellement. Et là, elle commence à se poser plein de questions. Elle se dit, mais en fait, qu'est-ce qui a changé? Elle se rend compte qu'en fait, elle est partie en vacances, elle a mangé un peu plus, elle a fait un peu moins de sport, etc. Et ça lui met la puce à l'oreille. Et donc, elle blogue sur ce sujet et elle redirige les jeunes femmes qui tombent sur son blog par hasard vers un forum de discussion en ligne où je me rends compte qu'on est des centaines de femmes à être comme moi, pas forcément dans une anorexie très sévère, pas forcément non plus très relax autour de l'alimentation, tu vois, du poids, de toutes ces questions-là. Et à l'époque, vraiment, Nicolas Sykes passe son temps à répondre à nos questions, je vais dire, à essayer de prendre toutes les données des jeunes femmes du forum et essayer de comprendre, oui, en fait, c'est vrai, quand on se repose plus, quand on mange plus, on dirait que les choses se remettent en marche, etc. Et c'est comme ça que peu à peu, elle commence à devenir experte sur le sujet, à chercher aussi d'autres sources qui parlent des effets par exemple, du manque d'estrogène dans le corps d'une femme. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur les femmes ménopausées qui peuvent s'appliquer quelque part à une femme qui serait en aménorrhée hypothalamique, qui n'a pas d'hormones sexuelles. Elle échange avec toutes les femmes du forum. Enfin, c'est fou, en fait, ce que cette femme a fait gratuitement, si tu veux, pour répondre aux questions, se poser, tiens, je suis en PMA avec tel montant de médicaments, est-ce que j'aurais changé de médoc, etc. Enfin, elle passait un temps fou à gérer tout ça. Et donc, au bout d'un moment, on lui a dit, mais en fait, il faut que tu écrives un livre, quoi. C'est fou que tu connaisses tellement de choses, tu connais mieux que nos médecins ce qui nous arrive. Et donc, c'est
fait. Et le livre sort en 2016. Moi, entre-temps, en 2016, j'ai eu des enfants naturellement. J'ai retrouvé mes cycles. J'ai eu des enfants naturellement et j'ai rechuté. D'accord. Donc, parce que j'ai fait 0 travail sur la vie émotionnelle ou l'image corporelle, justement. Ok. Donc, j'ai replongé la tête la première dans les régimes, la restriction, la santé. Parce que quand tu as eu tes enfants, tu avais déjà mis des choses en place, du coup. J'avais vraiment appliqué la méthode que je all-in. aujourd'hui, la méthode all-in, Ok. mais qui était pas formalisée, tu vois? Qui était Oui. vraiment, on n'avait pas de livre, on n'avait pas de référence, c'était simplement l'expérience des autres sur le forum. Ouais, Je c'était un voyais peu à bien. l'aveuglette, un petit peu en mode bon, bah Exact. voilà, ça peut C'était marcher, quoi. assez aliénant, je dois dire, surtout sans travailler sur ma santé mentale et Oui. émotionnelle, c'était très difficile. Ouais. Mais en fait, si tu veux, je me suis foutue pour foutue, je vais avoir des enfants, donc tant pis, Ouais, autant tenter, ouais. voilà. Et donc, heureusement pour moi, ça a marché et sauf que voilà, ben, peut-être, quand mes enfants ont eu 2 et 3 ans, ils ont 1 an d'écart, je me suis retrouvée dans une situation un peu plus, difficile au travail et cetera et donc, mon seul moyen de gérer mon anxiété, ça a toujours été le contrôle de mon corps, le sport, tout ça, donc j'ai replongé. Donc quand elle sort le livre, je suis dans une 2e guérison. D'accord, OK. Et donc j'accueille ce livre et je me souviens d'avoir eu le livre pour la première fois entre les mains et de prendre une photo avec mes enfants, parce que c'était quand même grâce à cette connaissance que j'ai eu mes enfants. Et puis de me dire, en fait, ce livre, il faut trop qu'on le traduise en français. OK. Donc, Du coup, c'est chose faite, là. Voilà, donc je continue à guérir. Ça m'a bien mis 2 ans pour vraiment en sortir. Je finis par changer de job parce que je me dis la com, en fait, ça fonctionne pas pour moi. Ouais. Je travaille dans le luxe, donc il y avait quand oui. même une attente physique. Oui, mais oui, c'est ça. Apparence. Bah ouais. J'étais responsable de com dans des marques de luxe. Il fallait toujours que j'ai le brushing impeccable, les talons hauts, les ongles faits. Il y Maquillage, avait une idée machin. que la minceur, évidemment, était toute puissante. Ah bah oui, oui. Donc, je me rends compte que ça me maintient vraiment malade aussi. Donc, je décide de me reconvertir. À l'époque, je sais pas trop dans quelle direction. Et en 2018, je finis par me dire, je vais me former, en fait, à l'image corporelle et aider des femmes comme moi qui galèrent à en sortir pour de bon tant qu'elles travaillent pas sur leur image corporelle. Bah oui, oui, carrément. Et donc, cette année-là, j'ai l'opportunité d'aller aux États-Unis et de rencontrer Nicola Sykes. Et quand je la rencontre, on se dit on va bosser ensemble parce que elle aussi a quitté son job et a décidé de se consacrer à 100% à l'aide aux femmes en aménorrhée-hypothalamie. Donc c'est super bizarre, on s'est pas mises d'accord sur le fait que c'était à ce moment-là, mais on se dit mais tiens, il y a une complémentarité dans nos pratiques parce que elle a cette connaissance extrêmement poussée de la physiologie, voilà. De qu'est-ce qui se passe dans le corps, de qu'est-ce qui marche pas pour en sortir. Mais elle a pas cette clé de la partie mentale et émotionnelle. Donc, quand elle dit à une femme, il faut manger plus, faire moins de sport, etc., les femmes, elles sont en panique. Elles disent, j'ai changé de poids, mais ça va pas, etc. Et c'est là où moi, j'interviens et je travaille vraiment sur changer leur rapport au corps, au poids, à l'alimentation. Parce que c'est nécessaire de travailler sur son image corporelle, son rapport au corps quand tu guéris de TCA, quand tu guéris d'une aménorrhée, ou même quand tu es dans le process d'alimentation intuitive, moi je vois très bien. En fait, si tu travailles juste sur l'aspect alimentaire, enfin tu passes à côté en fait de pas mal de choses et notamment de ce qui va te soutenir en fait sur tout ton parcours, quoi, je dirais. Exactement. Et donc on a commencé à offrir du coaching ensemble en 2018. En 2020, je pense qu'on a lancé le podcast et moi j'ai lancé le compte en français. Nicolas, elle parle pas français, donc c'est vraiment moi qui suis derrière le compte en français à 100%. Et puis, on a commencé la traduction de son livre en 2021. Et donc, ça nous a mis 2 ans à le traduire. Et puis, évidemment, on a un petit peu amélioré le livre aussi, puisqu'il y avait eu déjà une 2e parution en 2019, qui était justement plus avec l'idée d'être inclusive de toutes les tailles, etc. Parce que dans la première version de 2016, il y avait encore beaucoup de références sur la minceur, pas grossir trop, ce genre de choses. Oui. Donc c'est intéressant, tant Nicolas que moi, on a évolué toutes les deux en fait dans notre pratique. Donc elle avait réédité le livre en anglais en 2019 et là quand on l'a retraduit en français, on l'a encore modifié. On l'a écrit en écriture inclusive en français.
On voulait vraiment que ce soit inclusif de toutes les personnes avec un utérus, qui ne se reconnaissent pas forcément comme femmes. Ouais. Et puis voilà, aujourd'hui donc il y a le livre avec une communauté virtuelle qui permet à d'autres femmes en fait d'avoir la même chose que moi, j'ai eu sur le forum, c'est d'être entourée par d'autres personnes qui sont dans cette situation. D'avoir une communauté. Pas se sentir seule dans cette difficulté. Et puis, il y a le coaching privé, évidemment, que j'offre déjà depuis 5 ans, où là, on travaille vraiment de manière complètement personnalisée. Ok. Et par rapport à l'aménorrhée, du coup, parce que tu disais, tu parles du coup d'aménorrhée hypothalamique. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres types d'aménorrhée? Si oui, lesquels? Et comment on sait en fait quel type d'aménorrhée on a? Donc, si on est concerné. Donc, et d'ailleurs, ce qu'est l'aménorrhée déjà. Oui, voilà, c'est ça. Donc, l'aménorrhée, c'est le fait de ne plus avoir de cycle menstruel quand on est en âge d'en avoir. Donc, typiquement, les médecins disent de commencer à s'inquiéter quand on n'a pas eu 3 cycles consécutifs. Alors évidemment, la première cause d'aménorrhée, c'est la grossesse. Donc, évidemment, il faut toujours se poser la question, est-ce que je pourrais quand même être enceinte? Mais après, il y a toutes sortes d'aménorrhées, de causes d'aménorrhée différentes. Et donc, en effet, c'est très important d'avoir le bon diagnostic. C'est ce dont on parlait juste au début. C'est que quand on va chez le médecin en disant « je n'ai plus mes cycles menstruels et je voudrais savoir pourquoi », le médecin se doit de vraiment passer au travers de toute possibilité d'aménorrhée, en fait. Elle peut être causée, par exemple, par des problèmes hormonaux. On peut avoir des soucis de thyroïde. Ça, en soi, ça peut bloquer le cycle. On peut avoir trop de prolactine. C'est donc l'hormone qui, normalement, est très présente lors de l'allaitement et qui, quand elle est présente mais qu'on n'allaite pas, peut aussi bloquer le cycle. Certains médicaments peuvent donner de l'aménorrhée aussi. Il peut y avoir une aménorrhée due à une petite tumeur sur l'hypophyse, qui est cette petite glande dans le cerveau qui communique avec l'hypothalamus et les organes reproducteurs. Donc, il peut y avoir le syndrome des ovaires polykystiques. Pour certaines femmes en SOPK, elles ont plus de cycle du tout. C'est pas que leurs cycles sont irréguliers, c'est qu'elles perdent complètement leur cycle. Donc, le médecin, il va poser un diagnostic sur base de l'exclusion, c'est-à-dire qu'il va vraiment essayer de voir toutes les causes potentielles. Et s'il peut éliminer toutes les autres causes potentielles et se rendre compte qu'il y a une alimentation un peu restrictive, une perte de poids qui est peut-être pas récente, elle peut s'être passée il y a déjà pas mal de temps, trop de sport parfois, ou trop de une sorte d'attachement au sport qui est pas forcément sain, tu vois, où on est vraiment dépendante de ce sport. Trop de stress aussi, tout ça aussi. Stress, donc tout ça, c'est les facteurs qui entrent en jeu. Normalement, le médecin, à ce moment-là, une fois qu'il a éliminé toutes les autres causes potentielles, et donc pour ça, il faut faire des examens hormonaux, donc une prise de sang. Souvent, en France, on recommande de faire ça chez un endocrinologue. Donc, votre gynécologue a tendance à vous envoyer chez votre endocrinologue pour faire les tests hormonaux. Et puis, le médecin va poser des questions. Il va faire un examen aussi, une échographie pelvienne, pour voir que physiquement, il n'y ait pas de problème particulier qui bloque l'arrivée du cycle. Et une fois qu'il aura fait tout ça, il pourra dire « Ok, je pense que vous êtes en aménorrhée hypothalamique ». Elle s'appelle aussi aménorrhée hypophysaire ou hypogonadisme hypogonadotrope. Donc, c'est un peu chaud. T'as combien de points au Scrabble avec ce genre de mots? Mais je ne demande pas d'intérêt sur le fait que je vous fais gagner au Scrabble. Mais du coup, oui, si vous avez ce genre de diagnostic, c'est en fait tous la même chose. C'est ce dont je parle avec l'aménorrhée hypothalamique. Mais ça, c'est si le médecin prend au sérieux un petit peu le problème. Enfin, parce que j'ai l'impression, moi, personnellement, j'ai eu une aménorrhée après la pilule, en fait. J'avais pris 10 ans la pilule, j'ai arrêté, et mes règles sont pas revenues tout de suite. Et donc, j'ai vécu un moment très anxiogène en mode, ok, où elles sont mes règles? Et quand j'ai été voir mon médecin, après ma gynéco, etc., bon, c'était un peu en mode ouais, c'est pas grave, ça va revenir. Tiens, ok, je te fais une petite ordonnance de Dufaston et puis tu le prendras quand t'as envie. Mais bon, en vrai, si t'as pas envie d'avoir des enfants maintenant,
c'est pas grave. Importance, voilà. Exactement. Ouais, c'était un peu... alors que moi, en plus, je connaissais tout ce qui était... Tu vois, je m'intéressais à ton compte, etc. Du coup, j'étais en mode, oui, mais quand même, c'est important. Enfin, je sais pas. Et j'avais l'impression que c'était... Ils vont pas en même temps creuser aussi. Parce que moi, j'ai pas eu non plus des questions liées à mon alimentation, etc. Alors que, typiquement, bah, comme tu dis, enfin, ça peut être lié, en fait, à l'alimentation, au sport, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît aussi de la culture des régimes, tout ça. Enfin, et j'ai trouvé que ouais, c'est pas assez pris au sérieux, quoi, j'ai l'impression. Alors oui, complètement. Donc, ça dépend vraiment du médecin. C'est un peu la roulette russe, je vais dire. Bah ouais. Est-ce qu'il ou elle connaît pas, va pouvoir diagnostiquer. Et puis, il faut se rappeler que la médecine, elle est faite par et pour les hommes depuis des décennies. Et donc, cette notion du cycle menstruel n'est pas importante. Ça vient du fait que oui, chez un homme, le cycle menstruel n'est pas important. Ouais. Mais en réalité, dans le corps d'une femme, c'est très important et le cycle menstruel ne sert pas uniquement à la fertilité. Ouais. Quand on ovule, en fait, il y a une libération de plus de 20 hormones différentes dans notre corps qui alimentent toutes sortes d'autres phénomènes du corps, en fait. Donc, ça, c'est vraiment un truc, si votre médecin ne vous donne pas un diagnostic clair ou vous dit c'est pas grave, ça va revenir, je vous mets sous pilule. Alors ça, c'est le truc qui me rend hystéro parce que la pilule, c'est vrai. Elle ne va pas relancer de cycle, elle bloque complètement votre système pour ne pas avoir d'enfant. Donc, merci beaucoup la pilule. J'ai rien contre la pilule. Je trouve ça génial qu'on ait ça. Mais quelque part, donner la pilule à quelqu'un qui essaye de récupérer un cycle naturel, ça ne fait aucun sens. Bah Et oui. un autre truc qui se passe, c'est qu'on ne forme pas les femmes dès le plus jeune âge à comprendre comment fonctionne leur cycle menstruel. Ah oui, carrément. Donc, en fait, on devrait, j'aurais dit, au collège, au moment où vraiment, les filles vont commencer à avoir leurs règles, etc. Sachant qu'aujourd'hui, il y a des petites filles qui ont leurs règles à 9 ans, hein, donc c'est même beaucoup. Il faudrait vraiment avoir cette discussion et encore une fois, c'est un peu pour moi, c'est cette notion du patriarcat qui s'en mêle un petit peu et qui dit c'est sale, ouais. on n'a pas besoin de savoir ça. Alors que hello, c'est quand même le berceau de l'humanité, hein. Si on n'ovule pas, il n'y a pas d'humain. Donc, et par exemple, moi, je me souviens qu'en éducation sexuelle en Belgique, quand j'ai grandi, bon, c'est les années 80, hein, donc c'est sûr qu'on a évolué. On nous disait pas que, par exemple, on n'est pas fertile tout le mois. D'accord ? Et que quand on va potentiellement prendre un contraceptif, en fait, les règles qu'on a, c'est des fausses règles. C'est des fausses règles, oui, c'est clair. De privation, ce n'est pas un signe que notre corps fonctionne de manière régulière. Donc, si votre médecin vous dit ce genre de choses, c'est pas grave, vous en avez pas besoin, sauf pour avoir des enfants, prenez la pilule, ça va revenir comme ça, sans rien faire, un jour ça va revenir. Prenez vos jambes à votre cou et puis cherchez quelqu'un d'autre, quoi. Parce que c'est pas ok du tout. Et en effet, être en aménorrhée hypothalamique ou dans d'autres formes d'aménorrhée, hein, il faut en fait résoudre le problème. Bah oui, c'est ça. Et retrouver des cycles réguliers, c'est très très important pour votre santé générale, pas seulement pour avoir des enfants. Ouais, carrément. Moi, ce qui m'a aidée, je pense... après, moi, j'ai pas pris du faston, d'ailleurs, quand elle m'a dit. Je me suis dit, non, je vais faire naturellement. En fait, je sentais, en fait, que mon corps y essayait de revenir. Tu vois, tu vois, je sentais que... Je pense que j'avais des tentatives d'ovulation qui marchaient pas, en fait, jusqu'au bout. Mais j'avais des symptômes, en fait. Donc, et c'est grâce, justement, à l'observation justement des cycles aussi, parce que je me suis aussi pas mal intéressée au moment-là, du coup, à observer tout ça. Super. Et même tout ce qui est symptothermie, etc., même sans le faire forcément, voilà, mais juste comprendre en fait comment ça se manifeste chez nous et aussi ce qui peut jouer. Et ce que j'ai fait, en fait, ce que j'essaie de mettre en place, c'est justement faire gaffe au stress, en fait, à cette période-là, etc. Mais en fait, en même temps, être en aménorrhée, ça me stressait aussi beaucoup, parce que je me disais, mais quand est-ce que ça va revenir? Puis comme t'es pas pris au sérieux, t'es en mode, bon, bah voilà. Mais oui, je pense que le fait d'avoir un peu travaillé sur ça, et puis j'ai bien fait aussi attention à cette période-là, de bien m'alimenter dans le sens, tu vois, genre, le matin, je prenais un petit déj toujours, enfin, tu vois, alors que des fois, t'as toujours attendu, tu vois, parce que je savais que peut-être mon organisme
il est soumis à un petit stress aussi, peut-être avec la pilule aussi, l'arrêt, tout ça, voilà, il doit se rééquilibrer et du coup, je me suis dit: «Bah, si je peux le soutenir Mais de c'est cette génial. manière-là, Mais bah, voilà». quelque part, tu avais déjà, une connaissance peut-être Ouais, plus bah, c'est ça qui m'a plus aidée, je importante que pense. la moyenne et en même temps, on a cette Ouais. intuition très forte, Oui. que peut-être les choses quand même des choses se passent ou que justement, il faut qu'on fasse quelque chose. On le sent dans Ouais, on doit notre corps. soutenir l'organisme, quoi. Dire: «C'est quand Mmh. même pas normal en fait», même si le médecin me Bah, ouais. rassure, en fait, je me rends bien compte qu'il y a un truc qui va pas quoi et qui me convient pas. Moi, je me souviens que c'était ça l'histoire de la PMA. J'avais dit: «Mais j'ai pas envie de concevoir mes enfants par PMA. Pourquoi? Bah, ouais, J'ai ouais. besoin d'être en pleine santé, c'est quoi le problème?» J'ai appliqué Ouais. tous les principes dont on nous parle partout, de faire du Bah, oui. sport, de manger sainement et cetera et maintenant vous me dites que je suis stérile, mais c'est quoi le beans en fait? Hem Bah, oui, c'est clair. alors après sur le Dufaston, je vais le mentionner parce que beaucoup de femmes, on leur propose le Dufaston quand on se doute qu'il y a une aménorrhée hypothalamique. Il va pas Ouais. résoudre le problème, il va pas faire de tort Bah, c'est ça. plus que ça non C'est plus ça que je me disais. Mmh. et la seule raison pour laquelle on prescrit le Dufaston, c'est un petit peu pour avoir une idée de la sévérité de l'aménorrhée hypothalamique dans laquelle on se trouve. Le Dufaston, Mmh. tout ce qu'il fait, c'est en quelque sorte prendre l'endomètre qui est là et vraiment le libérer et c'est comme ça qu'on a potentiellement des pertes de sang après la prise du Dufaston, qui est de la progestérone en Mmh. fait, hein. Donc si on n'ovule pas nous-mêmes, on n'a pas de progestérone, donc forcément on n'a pas de cycle derrière. Mais là, on Mmh. vous donne la progestérone et si vous avez des pertes de sang, ça nous montre quelque part qu'il y a quand même une petite activité d'estrogène dans votre corps. Vous avez Ouais. quand même un endomètre qui se forme. Alors il n'y a pas potentiellement toute l'ovulation qui se fait puisque vous n'avez pas Mmh. l'avez pas naturellement sans prendre de Dufaston, mais ça montre une aménorrhée hypothalamique qui est peut-être un peu moins sévère. Quelqu'un qui va prendre le Dufaston comme c'était mon cas et qui ne voit rien derrière, moi j'avais une LH, Mmh. l'hormone qui monte l'ovulation, qui était, presque à 0 quoi. Donc Ah oui. là j'avais mes 0 estrogènes, enfin rien, pas d'endomètre, c'était vraiment le calme plat et dans ces Mmh. cas-là, alors ça veut pas dire que vous allez pas pouvoir vous en sortir, loin de là, mais Mmh. il va vraiment falloir donner à Va votre falloir travailler, quoi. beaucoup plus Ouais. d'alimentation, beaucoup plus de repos, une meilleure gestion du stress, il y a, il y a vraiment c'est un peu une sonnette d'alarme, je pense. Oui, oui, c'est ça. Mmh. Bah, c'est vrai que ce qu'on disait, aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que les règles, c'est quand même une petite lumière sur un tableau de bord aussi, quoi. Si elles sont soit irrégulières ou absentes carrément, enfin, c'est sûr que ça met la puce à l'oreille, qu'il y a quelque chose qui cloche, on va dire et que puis c'est un indicateur de santé féminine, je dirais aussi, Alors, j'aurais le dit cycle. c'est moins les règles que l'ovulation. Ouais. Parce que bon, Oui, c'est sans le cycle, oui, ovulation, oui, c'est ça, pas c'est de le règles, hein, donc c'est un c'est peu ça, ouais. relatif. Mais c'est important en tant que femme, je dirais dans un âge qui reste fertile, de quand même avoir un petit œil, chaque mois sur, bah, tiens, j'ai quand même quelques symptômes ou je vois de Oui, la glaire cervicale, hein, des pertes ouais, c'est blanches ou ça. des pertes en blanc d'œuf ou j'ai un petit peu mal, dans le bas du ventre, d'un côté ou OK, Mmh probablement mh. j'ai ovulé autour de cette date, donc j'attends mes règles 2 semaines après et si tout se suit bien, en fait, on n'a même plus besoin d'en prendre note en détail. On sait que Ouais. les choses se passent bien et c'est important. Tu as raison de le mentionner, Mmh c'est mh. super important. Après, il peut arriver qu'on ait un cycle anovulatoire, c'est-à-dire qu'on a des règles qui sont un peu différentes et on dit: «Tiens, qu'est-ce qui Mmh s'est mh. passé? J'ai pas forcément senti d'ovulation ce mois-ci». Si le mois suivant Ouais. ça revient, bah, OK, pas de souci. J'ai cru, lire, je sais plus c'était où, mais comme quoi aussi, par exemple, un voyage ou ce genre de choses, Du ou un stress. Ouais. stress, par exemple, ponctuel, tu vois? Un événement peut aussi faire qu'on n'a plus nos règles, mais c'est pas forcément, «très grave» entre guillemets dans le sens, C'est à monitorer dans ces cas-là, c'est de se dire: «Bon, là, c'est bizarre, j'ai un peu sauté un cycle, je sais que je suis pas enceinte, potentiellement je me fais mmh, tester, heu, voilà. mais voilà, je suis pas enceinte donc ben, on va voir ce qui se passe ensuite» et Mmh mh. potentiellement, oui, c'est quand même, comme tu disais, de sentir: «Bon, je dois quand même bosser un peu sur mon stress» ou là, j'ai passé, une période un petit peu intense donc qu'est-ce que je vais Mmh. pouvoir faire pour rassurer un petit peu mon corps? Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est des choses Ah mais c'est des leviers qu'on qu'on nous n'apprend pas. enfin qu'on Non. ouais, on n'apprend pas, on nous en parle pas, en fait. C'est vraiment avec ton compte et tout ce que j'ai vu par rapport à ça, l'aménorrhée hypothalamique et cetera, que
tu vois, moi-même, j'ai pu, voilà, avoir certaines conclusions, mais je me dis: «C'est dommage», parce que c'est vraiment quelque chose que, on devrait toutes savoir, genre, ce serait utilité publique quand même, parce que, OK, les cycles, moi, je me souviens, j'avais des cours de biologie, enfin de SVT. On parlait vite fait des cycles menstruels, mais à aucun moment on disait, enfin voilà, il y avait pas un cours exprès où on nous disait: «Bah, en fait là, tu vois, tu peux observer, tu peux être aussi, actrice aussi dans ton cycle et dans ta santé, on va dire, par rapport à tes cycles». Enfin, tu vois que c'est pas juste un truc passif et que tu sais pas trop quand ça tombe et voilà quoi, Ou que tu c'est en aurais besoin que quand tu voudras avoir des enfants. Cette ouais, c'est ça, idée de, en fait, si ça ne sert observation. pas à avoir des enfants, on n'en a pas besoin. Ben non, Ouais, désolée, c'est pas OK. Et d'ailleurs, les changements du cycle menstruel sont des signaux aussi, que ce soit à bien l'aménorrhée sûr. hypothalamique ou parce que, par exemple, on peut être un peu à la limite de l'aménorrhée hypothalamique en ayant des cycles beaucoup plus longs tout d'un coup. Hein, Ouais. quand on commence peut-être à, se lancer dans des nouvelles habitudes alimentaires, un rééquilibrage, ce genre de choses et puis tiens, bizarrement, mon cycle est plus long, tiens, j'ai Mmh mh. l'impression que la phase post-ovulatoire, elle est plus courte, des trucs comme ça. Bah, en fait, c'est un petit peu, prémonitoire de ce qui attend, de si ça continue comme ça, potentiellement les cycles peuvent disparaître. Mais je pense même, aux femmes qui ont des cycles très abondants, des douleurs, l'endométriose, on commence aussi à en parler beaucoup plus. Moi, je suis pas spécialiste de l'endométriose, mais Dieu merci, on commence à en parler. J'entends que Ouais, les femmes, carrément. ça leur met 7 ans pour être diagnostiquées. Mais en fait, il y a un Ah vrai oui, oui, oui. problème dans notre système médical d'ignorer la douleur des femmes pendant 7 ans. C'est fou. Mais tu as raison, hein, c'est une conséquence du patriarcat, en fait, Ah, alors moi, je la santé féminine, tout ce qui est voilà, on s'en occupe pas trop, quoi, on cherche tant pas que plus tant loin que ce n'est et pas une question de fertilité. Donc de ce ouais. moment-là, là, oui, on va s'intéresser, pourquoi on peut pas avoir d'enfants, et cetera. Mais tant que c'est juste la Mmh. santé des femmes, le bien-être des femmes, ce que ça implique pour elles, c'est pas, Ah oui, c'est fou qu'ils investiguent pas plus le côté, tu vois, direct on t'a dit PMA, mmh. alors que, ils auraient pu investiguer sur, ton rapport alimentation au corps, s'il était tu vois? Enfin, est-ce que tu as mis des règles et cetera et je pense que c'est sous-estimé, en fait, toutes les règles qu'on peut mettre, même les gens qui enfin, les personnes qui font des rééquilibrages et cetera Sûr, et qui peut-être, ont un impact sur leur cycle. ouais. Bah, je pense que c'est pas voilà, on se dit pas: «Bah, c'est ça, en fait». On se dit Exact. pas, Mais bon, que ça peut avoir ce truc. les médecins reçoivent, je crois, 30 minutes de nutrition, hein, dans leur cursus de 7 ans. Ouais. Voilà et puis après, il y a un autre point qui joue beaucoup, c'est la grossophobie médicale. Ouais. Donc moi, quand je suis arrivée, dans le cabinet du médecin, je faisais facilement, 10-12 kilogrammes de moins qu'aujourd'hui, hein. Je me considère pas Ouais. du tout grosse, hein, aujourd'hui, donc il faut s'imaginer. Mmh mh. Pour moi, c'était quand même drastique. J'étais, vraiment en sous-poids pour moi. Pour eux, ils disaient: «Bah, en fait, elle fait beaucoup de sport, elle est vachement active, elle a l'air athlétique, c'est très bien, excellente santé». Donc Mmh. ça aussi, il y a une Oui. vision de cet attachement aussi à l'IMC qui n'a aucune valeur, hein, Ah ouais, oh là et là. je sais que tu en as parlé aussi, aucune Mmh. valeur, mais on s'attache néanmoins à dire: «Ah, vous êtes dans la normale, ah, vous êtes à la limite d'être, mais c'est très bien de rester dans l'IMC normal, surtout pas monter» et cetera. Alors qu'en fait, moi, Mmh j'avais mh. besoin d'être à un poids plus élevé et Bien et sûr. du coup, les médecins parfois te regardent de haut en bas et vont dire: «Bah non, ça peut pas, elle est pas anorexique». Mais je Mais c'est rappelle dingue, hein. que l'anorexie, les problèmes, alimentaires, ça ne se voit pas forcément de loin. Ouais, c'est pas un look en fait. Des maladies mentales, en fait, qui ont un effet sur le physique aussi. Donc Mmh mh. grossophobie-là, moi, je pense que c'est ça aussi qui a poussé, à l'époque, ma gynécologue à dire: «C'est incompréhensible, on ne sait pas pourquoi vous avez ce problème, puisque vous êtes dans la "normale" entre guillemets. Vous n'êtes Mmh pas mh. dans un sous-poids». Genre, j'avais pas un IMC à 12, tu vois? Mmh mh. IMC à 12, elle se serait peut-être dit: «Ah, c'est peut-être quand même l'aménorrhée hypothalamique, je vais peut-être quand même lui poser des questions sur sa relation à l'alimentation». Mmh mh. Mais comme j'étais pas dans cette position-là et c'est 95 des personnes avec un trouble du comportement alimentaire sont dans cette position où c'est Ouais, en ça, fait, on passe sous le radar, quoi. et ben, en fait, voilà, tu passes complètement inaperçu et personne te pose de Ouais. questions, en effet. Elle m'aurait demandé: «Vous Ouais. avez perdu du poids?» Ben, j'aurais pu dire: «Oui, j'ai quand même, au cours des, 5 Mmh mh. dernières années, j'ai bien dû perdre 8-10 kilogrammes». Bah là, ah OK, Mmh. attends, il y a un truc.
Ouais, parce que ça peut remonter aussi loin, en fait. Enfin, ça peut être une perte de poids que tu as eu avant et qui a eu un impact quand même sur ton cycle actuel, quoi. Absolument, et puis tu as maintenu Ah ton ouais, bah ouais. poids, à cette position-là, et Oui, d'ailleurs, voilà, ça c'est veut ça. dire que, par exemple, certains médecins qui vont dire à des personnes, dans un corps gros, et je n'utilise pas surpoids, hein, je fais exprès, Ouais, j'utilise gros parce que je pense que c'est pas un gros merci. mot. Heu, Tout à donc fait. une personne grosse qui va chez le médecin et le médecin lui dit: «Ah mais tous vos problèmes, c'est le poids, donc perdez du poids». Bah, en C'est fait, ça, elle ouais. va peut-être perdre du poids et tomber désormais dans un IMC «normal» entre guillemets. Mmh. Donc là, le médecin va dire: «Mais c'est génial, maintenant vous êtes à un IMC normal, vous êtes en pleine santé», sauf qu'elle a perdu ses règles. Parce que, Ouais, mais bon. en fait, c'est pas son poids naturel à elle, Ouais. et donc là aussi, on se retrouve avec des femmes, et là, la difficulté est d'autant plus grande qu'on va carrément leur dire de continuer à faire ce qu'elles font pour maintenir Ah ouais, le donc poids bas. ouais. Parce Ouais, que, donc tu persévères, en fait, dans les comportements qui t'amènent, en fait, à avoir, cette aménorrhée et cetera, enfin, c'est exactement, dingue, hein, donc c'est quelque part, se remettre d'un TCA, dans un corps entre guillemets «dans la norme», hein, moi j'estime que c'est déjà très difficile. Mais alors ouais, quand on est dans un corps qui va potentiellement sortir de cette norme, ne serait-ce que médicale, ouais. en fait, on leur dit: «Ah bah non, tout sauf être gros, quoi». Ça, c'est Ouais, c'est vraiment, ça. on peut pas. Oui, tu peux avoir ta santé de toute façon, c'est ça, hein, tu peux avoir une santé physique, vraiment, pourrie, santé mentale, alors là, c'est pas grave. Exact. Mais tant que tu es pas gros, tant mieux, quoi. C'est tant que tu as ton IMC là, ce petit truc, dans les bonnes cases, bah, c'est bon, Exact. on va pas chercher, quoi. Et donc, ces C'est dingue. personnes-là aussi, elles sont souvent dans une errance médicale et aussi dans une difficulté de faire ce travail de guérison où elles sont obligées de reprendre du poids, de remanger plus, Bah oui, de manger de tout, et cetera, et elles sont on est dans une société qui n'accepte pas, ces corps-là. bah oui. Moi, une grosse partie de mon travail, c'est aussi de travailler avec des personnes grosses et qui souhaitent Mmh. s'accepter, en fait, d'un Ouais, point de vue de l'image corporelle, et donc on essaye de démanteler ensemble, c'est cette grossophobie qu'elles ont intériorisée, en fait. tout à fait, ouais. Ouais, puis en plus, vu que en fait, ce traitement à faire, je dirais, pour les personnes qui sont en aménorrhée hypothalamique, au final, il est contre-intuitif pour tout le milieu médical grossophobe, en fait. Parce que tu vas dire: «Bah, en fait, il faut que tu prennes du poids pour aller mieux». Déjà, rien que ça, c'est dur à comprendre, enfin, de dire: «Ah ouais, en fait, c'est la prise de poids, elle peut être bénéfique». Complètement. Enfin, tu vois? Mais disons que C'est quand même, dingue c'est un pour beaucoup système de à gens. 2 vitesses, donc ils vont dire à quelqu'un comme toi ou comme moi, qui reste dans un corps, dans la norme: «Il faut Ouais, non, mais absolument ouais. mieux manger, il faut vous reposer, il faut prendre du poids, c'est très important, hein, quand on se remet d'un TCA, c'est beaucoup ce qu'on entend, il faut, mais quand même pas dépasser un certain niveau». D'accord. Ouais. Puis Et attention, pas trop manger des choses, nanani, voilà, enfin, tu vois, donc il y a quand sucrées, même tout ça. toujours, Pas trop de chocolat. et donc oui, je n'ose imaginer quelqu'un qui est, mais bon, il y a des activistes qui en parlent, aux États-Unis, surtout, Oui. des femmes qui parlent de vraiment d'un parcours du combattant, en fait, pour, ne serait-ce que soigner leurs troubles du comportement alimentaire dans une médecine qui est, essentiellement, qui refuse qu'on puisse pour sortir du trouble du comportement Mmh. alimentaire, finir dans un corps gros. Non, c'est tout contre, cette idée de prise de poids au-delà d'un certain stade. Donc voilà, ça c'est un peu, aussi, le cœur de mon travail, c'est d'essayer de démanteler un peu cette grossophobie ambiante pour tous, parce qu'elle nous fait tous du tort, et d'autant Tout plus à les fait. personnes qui sont grosses. Qu'est-ce que tu dirais, par rapport, du coup, ben, au fait qu'on tombe dans l'aménorrhée? Ça peut partir, du coup, de règles très très simples, en fait? Enfin, c'est dans son alimentation, par exemple? Mais Ouais. totalement. Moi, j'ai commencé à me restreindre en prévision de mon mariage. Alors ça, on peut probablement faire un épisode complet sur le Ah oui, le mariage, fameux, les ah ouais, c'est vrai, injonctions. je peux encore parler de ça. Ah beh, je suis sûre que tu pourras en faire un. Les Ouais. injonctions sur, rentrer dans la robe, alors que, tu vois, c'est la robe Mmh. potentiellement la plus chère que tu vas acheter de toute ta vie. Ils sont probablement capables de se faire en sorte que la robe te taille à toi et pas Ouais, l'inverse. pourquoi ils mettent pas une taille un peu élastique là, comme ça, au cas J'ai où, jamais c'est pas entendu grave, quoi? parler d'hommes à qui on dit: «Maintenant, faut rentrer dans le costume». Non, on C'est adapte vrai. le costume. C'est encore une fois un bref. Donc moi, j'ai Mmh. commencé en me disant, je vivais en Angleterre à l'époque et il y avait une campagne de santé publique qui disait 5 fruits et légumes par jour. J'ai commencé Mmh. comme ça.
5 début. fruits et légumes par jour. Le truc, mais quand même super con, quoi. Oui. Après, il y avait définitivement un terreau chez moi, hein. Il y a une personnalité qui est plus, Ouais, voilà, facteur, propice, psychologique, à aller, dans cette direction du contrôle, du perfectionnisme et cetera. ouais. Ça a commencé de manière très, très anodine et alors, outre donc moi, j'ai vécu pas mal de traumas dans l'enfance, donc aujourd'hui, je sais que, ça aussi, Mmh. ça agit beaucoup sur Mmh. mon estime de moi, la validation que je recherchais de l'extérieur, cette notion que, ben, mon estime était basée vraiment sur l'opinion des autres et que donc je devais Mmh. absolument apparaître comme, la plus belle, la plus mince, la plus enfin peu Mmh ça mh. avait rien à voir avec, mon intellect, c'était toujours des trucs, externes et puis, Ouais. quand j'ai commencé à me restreindre, en fait, je venais de quitter la Belgique et de m'installer à Londres et donc j'étais très seule. Ben, j'avais pas d'autre moyen de gérer mes émotions que de contrôler mon alimentation, mon corps, faire du Mmh. sport. Donc au départ, c'est ça s'est mis en place dans une myriade, Ah, de je me reconnais un facteurs. peu là. D'être solo en Angleterre, moi ça m'a un peu fait ça quoi. C'est là où j'ai commencé à mettre un peu des petites règles pour ma santé dans mon alimentation et comme toi, ouais, des trucs en mode, plus des légumes, manger moins le soir, des trucs comme ça. Enfin, tu vois tout ce qu'on entend en fait, hein, en mode, c'est bon pour ta santé, Évidemment, fais-le il y a et des années de lecture de magazines féminins derrière. Moi, je suis exact. rentrée dans la com parce que j'adorais les magazines et les magazines féminins en particulier. Mais en fait, quel lavage de cerveau j'avais eu, c'était un Carrément. enfer. Ouais. Le si vous avez faim, buvez un grand verre d'eau. Non, si vous avez faim, vous Ouais. mangez. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc voilà, ça, c'est sûr qu'il y avait d'autres facteurs. Il n'y a pas que cette Mmh campagne de santé publique. Je vais pas me battre contre l'Angleterre, mais ça mh. a commencé, oui, de manière totalement insidieuse et on l'a vu beaucoup, moi, j'ai pas mal de personnes qui arrivent chez moi, suite au confinement du covid et Ah qui me oui, oui, disent, oui. «Ah, ben, en fait, comme j'étais coincée chez moi, je voulais faire plus attention et puis j'avais Oui. plus de temps, donc j'ai fait plus de sport. Je me suis mis au sport tous les jours et puis je me sentais bien parce que, je me sentais, c'était sain tout ce que je faisais, mais sauf que Ouais. c'était too much, quoi». Et Ouais, donc, ouais. et après on a le doigt dans l'engrenage et après C'est ça ça. devient vraiment mental. C'est cette angoisse de manger plus, cette culpabilité. J'aurais pas dû, manger ce demi-donut, peu importe, Mmh. Oui, voilà, je j'ai manqué le sport, donc je ne dois pas manger, beaucoup exact. aujourd'hui, enfin des trucs comme Et ça, ouais. je ne peux pas venir à tel dîner parce que j'ai sport le lendemain matin, voilà, Ouais. tous ces mécanismes-là qui se mettent en place de manière parfois insidieuse, ouais. Ouais, donc ça peut démarrer de vraiment de pas grand chose quoi, en fait, au final, hein. Et puis après, tu as tous les messages santé aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont influencés par le message santé en lui-même, Ouais, cette mais on est idée, matraqués, hein, par voilà, ça de aussi. remplacer certains aliments, de faire le même cake mais avec, des lentilles corail, je dis n'importe quoi. Cette idée, des féculents, c'est pas bon, les produits laitiers, c'est pas bon, cette espèce de méfiance, qui mène à l'orthorexie. Moi, ma deuxième phase, c'était pas la première phase, je comptais beaucoup les calories et je descendais mon apport, de plus en plus et Mmh la mh. seconde phase, quand j'ai rechuté, c'était de l'orthorexie puisque je savais que je pouvais Oui, pas descendre en calories mais donc ouais. je me suis dit: «Beh, c'est pas grave, je vais juste, manger mieux», parce qu'entre-temps, en ayant mes 2 grossesses, en fait, j'ai développé des maladies auto-immunes et donc je suis tombée Mmh. dans tous les messages, sur les maladies auto-immunes. Il faut éviter les aliments inflammatoires, Mmh. tous ces messages-là donc moi j'y Oui, tu étais intervenue d'ailleurs dans un des épisodes, collaboratifs que j'avais fait, où tu racontais ça. oui, c'est ça, exact. Je t'avais envoyé une petite, phrase, je sais plus, un paragraphe et ben voilà et donc en fait, je n'ai pas reperdu mon cycle à cette époque-là, Dieu merci, mais Ouais, mais j'étais dans une angoisse terrible et mon corps était vraiment pas, enfin en fait, moi j'ai fini prédiabétique, à la fin de cette ah oui. période. Donc ça allait de moins en moins bien et tout ce que je voulais faire pour ma «santé» entre guillemets, c'était pire. Donc Ouais. ça a été un peu la sonnette d'alarme, autant le fait que Mmh. j'étais dans une anxiété terrible, j'avais 2 enfants, donc il fallait gérer ça aussi, j'étais Ouais. irritable à crever et puis, le jour où il m'a dit: «Vous êtes prédiabétique, qu'est-ce qui se passe?» J'ai fait: «Non mais c'est du grand n'importe quoi en fait, qu'est-ce que je suis en train Oui, oui, de faire?» c'est ouais, Donc voilà. Mais donc oui, ça peut être anodin. Il faut vraiment ouais. réfléchir, il y a plein de facteurs qui entrent en compte et parfois changer un tout petit peu son alimentation, ça suffit. On n'est pas égal, hein, devant, l'aménorrhée Oui. hypothalamique. Il y a une prédisposition génétique. Donc il Mmh. y a des femmes qui D'accord. vont, perdre beaucoup de poids, se restreindre énormément et garder un cycle et d'autres qui vont perdre un tout petit peu et se restreindre un tout petit peu et pouf, elles ont déjà perdu leur cycle.
Ah oui, d'accord, ouais. Mmh. Du coup, pour sortir de tout ça, donc ça passe beaucoup par manger plus et cetera. Donc la méthode all-in aussi, j'imagine, qui est Donc la méthode All-in, c'est vraiment, cette méthode, qu'a développée le docteur Sykes, hein, ouais. je dirais qu'il y a parfois d'autres influenceurs qui en ont parlé avec, une voix qui a porté plus, que la sienne, mais c'est Ouais, vraiment dont elle. Stéphanie Buttermore aussi, moi j'avais vu ça sur YouTube. Voilà, Ouais. donc ça s'est un peu perdu, dans les dialogues avec, Stéphanie Buttermore de d'où ça venait ce truc, Mmh. et en fait, ça vient vraiment du livre, en anglais No Period Now What où, donc Dr Sykes, pour écrire son livre, elle a utilisé un échantillon de 300 femmes, OK. qui avaient, à un moment ou à un autre, été en aménorrhée hypothalamique, ou étaient encore, ou en étaient sorties. Et moi, je faisais partie de cet échantillon, donc c'était des femmes sur le forum, hein, auquel je Mmh. participais, et elle nous a posé, des tonnes de questions. Et donc, sur cette base-là, elle a, recoupé toutes les données, elle a fait évidemment d'autres recherches de la littérature scientifique, et cetera, et c'est comme ça Mmh. elle a donné naissance à cette méthode qui, on le sait, est extrêmement efficace. Donc on est à plus de 95 de réussite. Ah oui, ouais, c'est top. Donc, quiconque adapte son style de vie pour, vraiment appliquer cette méthode en aménorrhée hypothalamique va retrouver un cycle. C'est-à-dire, on le sait, c'est quasiment D'accord. garanti. Mais par contre, c'est pas évident puisque l'objectif, c'est bon, l'aménorrhée hypothalamique, elle est causée par le déficit d'énergie, d'accord? Ouais, Donc ce qu'il faut faire, c'est revenir vers un équilibre, voire un surplus un d'énergie. surplus, ouais. Et donc pour faire ça, il faut manger plus fréquemment, hein. Ça a un effet sur l'hypothalamus, comme tu disais, de manger, dès le Bah oui. matin, tous les jours, de rassurer le corps qu'il va y avoir des apports comme ça réguliers, et il faut manger de tout. Parce que Mmh. votre, hypothalamus, donc c'est autant le point de contrôle, du je vais dire, qui va donner l'impulsion pour lancer le travail de l'hypophyse et des organes sexuels après pour, produire les hormones liées à l'ovulation et au cycle, mais c'est aussi un centre de contrôle de la faim et de la satiété, de, combien de masse graisseuse on a et tout ce genre de choses. Donc quand l'hypothalamus, se retrouve, en danger, en fait, il ressent qu'il y a pas assez d'apports, c'est pas assez diversifié. Potentiellement, vous avez arrêté de manger des féculents, arrêté de manger des lipides. Ça aussi, Mmh. ça suffit à Bah arrêter le oui. cycle menstruel. Donc je sais plus où je voulais en venir, mais bon bref, oui, l'idée c'est de manger, plus, se reposer plus, faire moins de sport, surtout Moins du de sport. sport, d'endurance, du sport de haute intensité où votre rythme cardiaque monte très, très haut, Mmh. et puis de gérer son stress. Mmh. Donc mieux gérer son stress sans passer par la case, je contrôle mon poids, mon corps, je fais du Mmh. sport, et cetera. Mmh. Ouais, parce qu'il y a le levier du coup alimentaire, sport et cetera, mais après il y a tout ce que tu disais avec l'image corporelle, le côté d'accepter aussi, bah, de peut-être prendre du poids, Oui, de gérer aussi tout ce qui est la peur de grossir et cetera qu'on connaît bien. Enfin du coup, complètement. ouais, c'est un grand pan de ton travail alors, Mais donc dans le livre, on en parle de tout ça, on donne vraiment ouais, des pistes. C'est pas simplement, bah, voilà, il suffit de manger plus. On passe voilà. vraiment au travers de bon, bah, c'est difficile quoi, c'est angoissant Bah et oui, tout à comment on va fait. gérer la prise de poids? Comment on va gérer, d'avoir de nouvelles stratégies d'adaptation? Parce que ça aussi, si on nous a jamais appris à gérer nos émotions autrement qu'en allant, courir ou, marcher ou, je dis n'importe quoi, mais souvent, le Mmh. sport est devenu un peu la seule stratégie d'adaptation qu'on a. «Non, mais je suis trop stressée, il faut que j'aille courir». Ben, Oui, c'est vrai. non, il y a d'autres Peut-être moyens, pas. en fait, de gérer son stress. On parle, du rôle des conjoints, si pour les personnes qui sont en Mmh. couple, on a un chapitre pour les conjoints. On parle de la guérison à long terme, comment changer vraiment la vision qu'on a de soi. Heu, Mmh. donc tout ça, ça fait partie du livre, parce que c'est un élément vraiment intégral de la guérison. Comme, dans l'alimentation intuitive, la thérapie de l'alimentation intuitive ne parle pas que d'alimentation. Ouais, d'ailleurs, du coup, en parlant d'alimentation intuitive, est-ce que tu pourrais dire, selon toi, enfin, la différence, en fait, entre all-in et alimentation intuitive et pourquoi, on indique plus all-in, par exemple, quand on en aménorrhée, tout ça, tout ça? Alors, l'alimentation intuitive, c'est vraiment une super thérapie et moi je trouve que c'est un peu l'objectif ultime, des personnes, en guérison, d'arriver Mmh à un mh. stade,
de se reconnecter aux envies, aux besoins du corps, aux signaux du corps, mais aussi de déconstruire la culture des régimes, de changer la façon dont elles font du sport. Enfin, les 10 principes, moi, j'y adhère complètement. La difficulté, c'est que quand une personne est en aménorrhée hypothalamique, je ne recommande pas tout de suite d'aller vers l'alimentation intuitive. Simplement parce que leurs sensations de faim et de satiété ne sont pas réelles, en fait, ne correspondent pas à ce dont elles ont vraiment besoin. C'est-à-dire que quand on a passé beaucoup de temps à se restreindre, le corps, au bout d'un moment, arrête d'envoyer des signaux de faim et change un peu les signaux de satiété aussi. Donc, quand on est dans une aménorrhée hypothalamique, c'est super fréquent. J'ai des jeunes femmes qui viennent en disant « Mais en fait, je n'ai pas l'impression d'avoir faim, j'ai l'impression de manger à ma faim, j'ai l'impression de ne manquer de rien. En fait, comment ça se fait que je suis quand même en aménorrhée hypothalamique ?» Et c'est parce que ces signaux-là, ils changent. Au bout d'un moment, en fait, le corps se fatigue d'envoyer des signaux. Ouais, il se dit « Oh, c'est bon. » Et ça, c'est plutôt lié à la malnutrition, hein. C'est pas forcément l'aménorrhée en soi, c'est cette histoire de malnutrition liée au TCA. Et donc, commencer tout de suite avec l'alimentation intuitive quand on est dans un corps qui est dans cette espèce de malnutrition et des signaux de faim et de satiété qui ne sont pas totalement présents, c'est pas idéal. Donc, All-in, c'est plutôt une méthode où on recommande d'aller vers des apports réguliers pour pouvoir justement, et on le voit, je suis sûre que quand toi, tu accompagnes les gens aussi en alimentation intuitive, voilà. Si je devais avoir quelqu'un qui vient chez toi et qui a une aménorrhée hypothalamique, je sais que tu la guiderais dans le bon sens pour retrouver. Mais la difficulté, c'est que tous les praticiens ne sont pas forcément au fait de ça. Et j'ai aussi des jeunes femmes qui disent « Je ne comprends pas, j'ai essayé d'appliquer l'alimentation intuitive, mais je suis toujours en aménorrhée. » Et dans ces cas-là, en fin de compte, elles sont bloquées dans cette espèce de cycle. Ouais, non, je te rejoins dans le sens que, de toute façon, Evelyne Tribal, elle en parlait pas mal parce que, justement, en réponse à la question, est-ce que l'alimentation intuitive peut aider quand on a des TCA, etc. Et en fait, il y a toujours ce côté que, si t'es en sous-poids et s'il y a besoin d'une phase un peu de nutrition plus, tu vois, un peu de renutrition avec des apports réguliers, peut-être même compter, si ça se trouve, pour voir si on est dans les clous, etc. Oui, je pense que oui, c'est clair que elle disait, hein, ça peut être une phase un peu préliminaire avant de travailler sur les signaux, parce que les signaux, s'ils sont pas fiables, tu te plantes, en fait, un petit peu. Donc, t'es un peu obligé de repasser par cette phase-là de nutrition, de renutrition, en fait. Exact. Donc après, je sais qu'il y a plein de personnes qui peuvent carrément accompagner des gens dès le début. Encore une fois, ça dépend vraiment du praticien, de la praticienne. Mais en revanche, oui, je dirais que moi, quand je vois arriver quelqu'un chez moi qui est en aménorrhée hypothalamique, je la redirige plutôt vers l'alimentation intuitive au moment où elle recommence à avoir des cycles. Et où elle-même, elle va dire, je ressens plus, j'ai plus souvent faim, j'ai envie d'autre chose. En fait, où on sent que les signaux reviennent de manière adéquate et que ce sont pas des signaux qui sont faussés par le TCA. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est un peu, pour moi, c'est une phase numéro 2, l'alimentation intuitive, quand on a déjà un petit peu avancé sur le chemin de la guérison. Et en fait, pourquoi c'est important? C'est que quand on est dans un corps dénutri comme ça, il y a plein de conséquences négatives sur la santé. On l'a un petit peu évoqué au début, mais du coup, ce serait quoi les conséquences de tout ça? Outre on a des symptômes désagréables, hein, typiquement, on peut avoir des soucis digestifs, simplement parce qu'on se nourrit pas assez. Hein, donc c'est vraiment un truc aussi qui amène beaucoup de gens chez les naturopathes, etc. Et en fait, ça perpétue parfois carrément. le problème. On peut avoir des soucis digestifs simplement parce qu'on n'a pas assez de quantité de nourriture dans notre système. On peut avoir froid tout le temps, on peut être irritable, être plus angoissé, vraiment obsédé sur l'alimentation en continu parce qu'on est dénutri en fait. Mais au-delà de ça, physiquement, le premier effet vraiment désagréable, c'est sur la densité osseuse. Donc quand on est en aménorrhée hypothalamique, on perd 2 à 3% de densité osseuse par an. Et la densité osseuse, on la construit jusqu'à jeune adulte, et puis après ça, on est censé vivre là-dessus jusqu'à la fin de nos jours. Donc, c'est très important de pas en perdre un maximum, parce qu'en fait, il va falloir qu'on fonctionne avec ce montant de densité-là pour le restant de nos jours.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que parfois les médecins nous mettent sous pilule pour protéger la densité osseuse, entre guillemets. Mais ce qu'on voit, c'est que ça ne protège pas forcément, ça maintient potentiellement la densité là où elle est au moment T quand on commence à prendre la pilule. Mais si on commence déjà d'une densité qui était beaucoup plus basse que ce qu'on avait avant le TCA, en fait, c'est problématique. Et vivre avec une ostéopénie ou une ostéoporose, c'est extrêmement handicapant. Se casser des os en faisant rien du tout de spécial, en s'asseyant sur une chaise, en descendant une marche. Donc c'est à chaque fois ok, au cassé, hop, on est dans une incapacité de faire toutes sortes de choses physiques, etc. Donc personne n'a envie de vivre, je pense, dans cette situation-là. C'est très important, même si aujourd'hui on n'en voit pas l'effet tout de suite, c'est très important de maintenir cette densité osseuse. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez perdu beaucoup de densité osseuse lors d'un TCA et que vous faites ce travail de guérison pour vraiment vous renourrir et retrouver des cycles menstruels, au plus vous gardez vos cycles menstruels, au plus votre densité osseuse peut remonter là où elle était au départ. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a pas de médicament qui fait ça, il n'y a que la guérison qui fait ça. Les deux autres effets connus de l'aménorrhée hypothalamique sur la santé, c'est sur la santé cardiaque. Donc vraiment un amincissement des artères, des problèmes potentiellement de crise cardiaque précoce, etc. Donc c'est quand même assez sérieux. Et sur la santé neurologique, donc aussi de la démence précoce. Et je sais que parfois les gens se disent je m'en fous, j'ai 20 ans, j'en ai rien à faire de savoir que je vais être dans démence précoce. Mais vous allez vivre votre vie, potentiellement avoir des enfants, des petits-enfants ou pas. Et à 60 ans, vous n'avez pas envie d'être grabataire dans un EHPAD. Vous avez envie de vivre une vie pleine et libre et vous n'êtes pas dépendant des autres. Donc, il faut réfléchir à tout ça. D'ailleurs, du coup, est-ce que tu aurais des derniers conseils, je dirais, pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être soupçonnent une aménorrhée hypothalamique ou voilà, peut-être qu'elles ont remarqué que leurs cycles ont changé, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire ? Je pense que la première chose, c'est vraiment d'essayer d'obtenir un diagnostic qui tient la route, quoi. Je vais pas leur dire mangez plus. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. C'est ça, Non, je pense que on sait en général qu'on n'a pas une super relation à l'alimentation, qu'on est un petit peu angoissé de prendre du poids. Parfois, on se ment à soi-même, mais on est quand même un petit peu au courant. Si c'est le cas, venez m'envoyer un petit message sur Instagram, allez voir potentiellement... Ton compte, c'est Je n'ai plus mes règles, c'est ça ? Je n'ai plus mes règles, qui est le nom du livre, en fait. Donc, achetez le livre. Il est à 19,99 pour la version numérique et à 24,99 pour la version brochée. Broché plus numérique, les deux ensemble. On a aussi, on va mettre à disposition certains chapitres clés pour le diagnostic gratuitement. Donc ça, je vais le partager très très bientôt. Le premier chapitre qui est vraiment c'est quoi l'aménorrhée hypothalamique et c'est quoi les facteurs, etc. Et le chapitre sur la confusion entre aménorrhée hypothalamique et SOPK, parce que beaucoup de personnes sont diagnostiquées SOPK et donc on leur dit de faire attention à ce qu'elles mangent et de faire beaucoup de sport. Je te raconte pas le cocktail terrible pour descendre encore plus profondément dans les problèmes d'aménorrhée. Donc ces deux chapitres-là, ils vont être mis à disposition gratuitement. Donc moi, ce que j'essaye, c'est de créer un petit peu un endroit où vous pouvez trouver de l'information et vous pouvez essayer de challenger votre médecin aussi s'il vous dit c'est pas grave, ça va revenir. C'est un choc psychologique. Un choc psychologique, oui, ça peut bloquer quelques cycles, mais si ça fait 1 an que vous n'avez pas de règles, c'est pas un choc psychologique, c'est un déficit d'énergie. Donc venez vous renseigner, envoyez-moi un message si vous voulez, commandez le livre. Avec le livre, il y a une communauté virtuelle de soutien. Et vraiment, faut pas hésiter à poser des questions, à challenger ce qui vous arrive. J'ai plein de messages où on me dit « je suis pas sûre que c'est ce que j'ai, comment je peux savoir, etc. » Et donc, c'est tout à fait quelque chose auquel je réponds et je redirige les gens. Et il y a aussi plein de médecins qui connaissent l'aménorrhée hypothalamique et qui peuvent aider les gens et qui peuvent leur donner un diagnostic et qui peuvent leur dire aussi ce que vous avez besoin de faire. C'est pas de prendre des médicaments ou de faire une PMA, c'est vraiment de manger plus, de vous reposer plus, de prendre soin de vous. Donc, de creuser quand même cet aspect-là, quoi. Mais d'abord, il faut un diagnostic. Et moi, je suis pas habilitée à poser un diagnostic, mais je peux vous aider à essayer de comprendre un petit peu où vous en êtes et comment faire pour arriver à un diagnostic solide.
Merci beaucoup Florence pour cet échange. Mais je te remercie Juliette de m'aider à porter cette parole qui est pas toujours facile à amener vers les gens. Donc merci et merci pour tout ce que tu fais aussi en faveur de cette santé inclusive qui me tient beaucoup à cœur, de combattre la grossophobie systémique, de dire aux femmes que leur valeur ne réside pas dans leur apparence, dans leur poids, dans leur minceur. C'est super d'avoir une et des alliés autour de soi. Donc merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup. Mais oui, je pense qu'on a les mêmes valeurs de toute manière dans nos pratiques. Donc c'était avec plaisir en tout cas de t'avoir reçu sur le podcast. Et puis je te souhaite une très belle continuation, notamment avec le livre, etc. qui sort. Enfin merci aussi d'avoir fait du coup cet effort de traduction, etc. Parce que bon, je pense qu'on en a besoin aussi d'avoir ce savoir-là aussi oui, il faut disponible. Des références. Donc avec grand plaisir. Merci Juliette. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.